Dans l'Europe médiévale, quand l'hiver posait son étau glacial sur les chemins de terre battue, voyager devenait une entreprise mortellement dangereuse. Imaginez-vous sur une route déserte, quelque part entre deux villages, alors que la nuit tombe rapidement. Votre chariot lourdement chargé avance péniblement, les roues de bois grinçant sous l'effort. Le vent du nord se lève, mordant et impitoyable. Autour de vous, le paysage se transforme. La boue qui ralentissait votre progression depuis l'aube commence à durcir. Sous les sabots de vos chevaux, la surface de la route craque et crépite. Le froid intensifie sa prise. Vous sentez la température chuter de minute en minute. Bientôt, la route elle-même devient une étendue de glace noire et traîtresse. Pourtant, sous vos pieds, les roues massives en chêne de votre chariot ne sont pas encore complètement gelées. Ce paradoxe apparemment simple cache en réalité une complexité fascinante qui touchait à la physique, à la technologie médiévale et surtout aux connaissances de survie transmises de génération en génération. Quand la nuit vous surprenait ainsi, piégé entre deux refuges, comment surviviez-vous jusqu'à l'aube? Cette question n'était pas théorique pour nos ancêtres médiévaux. C'était une question de vie ou de mort. Vous allez découvrir les secrets de la survie hivernale médiévale. Pourquoi la route gèle avant les roues du chariot? Comment les voyageurs transformaient un simple chariot en refuge de survie? La science derrière la laine qui vous réchauffe même mouillé. Les techniques de feu et d'abri qui séparaient les vivants des morts. Le réseau monastique qui offrait refuge aux égarés. Cette exploration révèle un système de survie développé à travers des siècles d'expériences amères, témoignant de la résilience humaine face aux éléments. Le petit âge glaciaire posait son ombre mortelle sur l'Europe médiévale. Débutant vers 1300, cet épisode climatique transformait l'hiver en une saison de terreur absolue. La mort rôdait dans chaque flocon de neige, dans chaque rafale de vent glacial qui balayait les campagnes. L'hiver n'était pas simplement une saison inconfortable. C'était le moment le plus dangereux du calendrier médiéval, une période où les récoltes insuffisantes menaient à la famine, où des maladies comme la pneumonie constituaient une menace omniprésente, où simplement sortir à l'extérieur pouvait coûter la vie. Les chroniques médiévales regorgent de récits qui glacent le sang. Prenez l'hiver de 1359 en Italie centrale. Des chutes de neige si lourdes s'abattirent sur les villes que les habitants durent jeter la neige dans les rues pour alléger leurs toits qui menaçaient de s'effondrer. Certaines villes se retrouvèrent complètement bloquées, leurs habitants piégés pendant des jours entiers, incapables de sortir, regardant avec angoisse leurs provisions diminuer. Mais ce n'était rien comparé à l'hiver tristement célèbre de 1363 à 1364. Cet hiver fut d'une brutalité notoire. Des parties entières de l'Europe méridionale gelèrent, de la lagune de Venise jusqu'au rivage près de Bordeaux. Des régions habituellement tempérées se transformèrent en déserts de glace. Et puis il y eut l'hiver de 1389 dans le Lozère, en France méridionale. Les chutes de neige sans précédent qui s'abattirent en janvier, février et mars détruisirent des fermes entières. Les maisons s'effondrèrent sous le poids de la neige. De nombreuses personnes périrent, victimes du froid et de la faim. Les chutes de neige durèrent plus longtemps que d'habitude, et les gens épuisèrent leurs provisions bien avant le retour du printemps. Dans les régions méridionales, habituées à des hivers relativement doux, des chutes de neige inattendues ensevelirent des villes sous des congères atteignant jusqu'à 5,50 mètres de hauteur. Comment, face à de telles conditions terrifiantes, les voyageurs pouvaient-ils simplement survivre? Or, les routes médiévales n'offraient aucune clémence face à la fureur de l'hiver. Ces chemins n'étaient guère plus que des pistes de terre battue.
Quand la pluie tombait, ils se transformaient en bourbiers. Les gelées brisaient encore davantage la surface déjà détériorée. La neige rendait les routes littéralement impossibles à trouver, effaçant tout repère familier sous son linceul blanc. Les documents historiques nous donnent des exemples saisissants de ces conditions. L'hiver de 1395 à 1396 en témoigne de façon éloquente. La route entre Menin et Lille devint un bain de boue liquide, complètement impraticable. Aucun chariot ne pouvait passer. Les voyageurs se retrouvaient bloqués, incapables d'avancer ou de reculer. Quand les routes devenaient impraticables, on apportait des planches de bois supplémentaires ou on répandait du gravier pour offrir un peu de traction. Souvent, les voyageurs n'avaient d'autre choix que de patauger à travers le tronçon de terre le plus proche, qui semblait praticable, même si cela signifiait détruire les récoltes des paysans. Mais les défis variaient considérablement selon les régions. En Suède et en Scandinavie, étonnamment, l'hiver était en fait la période privilégiée pour voyager. Cette réalité peut sembler paradoxale, mais elle s'explique aisément. Les routes médiévales scandinaves, à travers les forêts, n'étaient rien de plus que des pistes. Elles étaient orientées vers les crêtes élevées pour ne pas se transformer en rivières lors des fortes pluies. Le sol gelé devenait en fait plus facile à traverser que les pistes boueuses du printemps et de l'automne. Plus encore, les rivières et lacs gelés devenaient de véritables autoroutes hivernales. En revanche, en Europe occidentale, les fortes chutes de neige amenaient le voyage et la communication à un arrêt complet. En dehors de la Scandinavie, les paysans comptaient sur leurs bottes et des traîneaux tirés par des chevaux, moyens qui ne permettaient pas vraiment de voyager à travers la campagne par mauvais temps. La comparaison est frappante et révèle à quel point l'adaptation régionale façonnait l'expérience du voyage hivernal. Dans des conditions normales, les chariots parcouraient environ 19 km par jour. L'hiver changeait tout. La vitesse chutait à seulement 8 à 13 km par jour. Un trajet de 2 jours pouvait soudain en exiger 4. Et voici le danger. Vous quittez une ville le matin, comptant atteindre la suivante avant la nuit. Mais une roue se brise. La route devient impraticable. Une chute de neige vous ralentit. Soudain, vous êtes piégé sur la route alors que la nuit tombe et que la température chute. Aucun monastère à portée de main. Pourquoi la route gelait-elle avant les roues du chariot? La clé réside dans la masse thermique. Le sol possède une masse thermique 1000 fois supérieure à celle de l'air. Cette différence ralentit le changement de température. La Terre est un énorme réservoir de chaleur qui ne peut se refroidir rapidement. Le gel dépend de l'intensité et de la durée du froid. Les changements de température mettent des jours à pénétrer de quelques centimètres dans le sol. La couche supérieure gèle, mais les couches profondes restent tempérées. Mais la température de l'air, mesurée au-dessus du sol, diffère de celle de la surface. C'est la température de surface qui crée la glace. Par nuit claire, la Terre rayonne sa chaleur vers l'espace, faisant chuter la température de surface. La glace noire peut se former même quand l'air est au-dessus de zéro. Un voyageur médiéval pouvait sentir un air modéré tout en marchant sur une route gelée, mortellement glissante. Mais qu'en est-il des roues? Les roues médiévales en chêne possèdent des propriétés thermiques remarquables. Le bois isole bien mieux que la terre ou la pierre. Sa conductivité thermique est faible. Les roues comportaient moyeux, rayons et un cercle de fer installé à chaud. En refroidissant, le fer resserrait les joints. Crucialement, les roues étaient élevées du sol, protégées de l'exposition directe au froid. La route, en contact direct avec l'air glacial, rayonnait sa chaleur vers le ciel nocturne. Les roues, suspendues, isolées par le bois,
conservaient leur chaleur plus longtemps. Voilà pourquoi la route gelait avant les roues. Ces chariots en chaîne transportaient 1,5 tonnes sur des milliers de kilomètres à 5 à 8 km par heure. Un fait ironique, la technologie médiévale des roues avait décliné par rapport aux standards romains. Les Romains utilisaient des moyeux métalliques. Les moyeux médiévaux en bois s'usaient beaucoup plus rapidement. Cette régression témoignait de la fragmentation des connaissances après la chute de Rome. L'entretien était constant. Réparation fréquente, graissage des essieux. Question de survie. L'ingéniosité régionale variait. Les modèles nordiques présentaient des roues larges pour la neige et la boue. Les designs méridionaux privilégiaient des roues légères pour les surfaces pavées. Innovation astucieuse. Certains chariots nordiques se convertissaient en traîneaux l'hiver. Quand la neige recouvrait tout, un traîneau glissait mieux que des roues. Chaque région développait ses propres adaptations. Les couvertures de chariots étaient cruciales. Des bâches en toile ou cuir tendues sur des cerceaux, traités à l'huile ou à la cire. Les nobles avaient du cuir. Les paysans, de la toile. La toile permettait la circulation d'air tout en bloquant le vent, empêchant l'accumulation d'humidité qui tremperait vêtements et literies. Voyager ou dormir dans un chariot n'était pas plaisant. Dur, cahotant, exposé aux courants d'air. Mais face aux éléments, ce chariot couvert améliorait dramatiquement les chances de survie. Comment les voyageurs transformaient-ils ce véhicule rudimentaire en refuge de survie? La première ligne de défense. Les vêtements. Un système à 3 couches. Science de survie pure. Couche intérieure en lin, absorbant la transpiration, évacuant l'humidité mortelle. Couche intermédiaire en laine, piégeant l'air, isolant même humide. Couche extérieure en cuir ou fourrure, bloquant vent et précipitation. Le vent, tueur silencieux, transformait une température survivable en température mortelle. L'air piégé entre les couches créait l'isolation. 2 ou 3 cottes suffisaient jusqu'à moins 20 degrés. Les couches fonctionnaient en piégeant l'air réchauffé, pas par l'épaisseur seule. Ceux qui maîtrisaient ce système survivaient. Parlons de la laine. La laine était le matériau critique pour la survie hivernale. Sa structure fibreuse crêpée créait des milliers de minuscules poches d'air, retenant la chaleur corporelle. Mais la laine possédait une propriété encore plus remarquable, une propriété qui défie l'intuition moderne. Même complètement trempée, la laine fournit de la chaleur. Laissez cette affirmation pénétrer un instant. La laine vous réchauffera même mouillé, tandis que le coton et le lin vous refroidiront. Pour un voyageur médiéval pris dans une tempête de neige fondante, cette propriété pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. L'explication scientifique de ce phénomène est fascinante. Le processus chimique de la laine génère de la chaleur lorsqu'elle absorbe de l'humidité. La liaison hydrogène de l'eau est brisée, créant une réaction chimique avec les molécules de fibres de laine. Cette réaction exothermique produit de la chaleur mesurable. La laine contient également de la lanoline naturelle, une graisse hydrofuge. Cette lanoline repousse l'eau dans une certaine mesure, ralentissant la pénétration de l'humidité. De plus, la laine peut absorber jusqu'à 30% de son poids en humidité sans se sentir mouillée au toucher. Elle canalise l'humidité vers les ourlets du vêtement, gardant les zones supérieures relativement sèches. Imaginez-vous marchant à travers une tempête de neige, votre manteau de laine se chargeant progressivement de neige fondante. Avec du coton, vous commenceriez rapidement à trembler de froid, alors que le tissu mouillé aspire la chaleur de votre corps. Avec de la laine, vous continuez à générer de la chaleur, le vêtement fournissant toujours une isolation même saturée. Les gens médiévaux comprenaient cela empiriquement à travers des générations d'expérience.
Ils ne connaissaient pas les liaisons hydrogènes ou les réactions exothermiques, mais ils savaient avec certitude que la laine vous gardait en vie quand d'autres tissus échouaient. Cette connaissance était transmise de parents à enfants comme un savoir sacré de survie. Or, posséder les bons vêtements ne suffisait pas. La technique de gestion de l'activité constituait peut-être la compétence de survie hivernale la plus critique que les voyageurs médiévaux maîtrisaient. Retirez des vêtements quand vous êtes actif. Ajoutez des couches immédiatement en vous arrêtant. Cette règle simple sauvait des vies. Pourquoi? Parce que la transpiration réduisait l'efficacité de la laine. Les travailleurs retiraient les couches intermédiaires durant un travail intense, les remettant lorsqu'ils se reposaient. Il existait un dicton médiéval équivalent à ceci. Être trop paresseux pour retirer un manteau vous punira. Cette sagesse reconnaissait une réalité physiologique fondamentale. Quand vous travaillez dur, votre corps génère de la chaleur. Si vous portez trop de couches, vous transpirez. Cette sueur sature vos vêtements. Puis, quand vous vous arrêtez, votre corps cesse de générer cette chaleur excessive. Maintenant, vous êtes immobile avec des vêtements saturés d'humidité. Même avec de la laine, qui performe mieux que d'autres tissus mouillés, vous perdez de la chaleur beaucoup plus rapidement que si vos vêtements étaient restés secs. La protection contre l'hypothermie exigeait une vigilance constante. Un gambison mouillé, ce vêtement matelassé porté par les soldats, pouvait geler jusqu'à devenir rigide, menant directement à l'hypothermie. Couvrir les points de ventilation constituait une autre technique cruciale. Les poignets, le cou et les tempes devaient être protégés pour retenir la chaleur. Ces zones, où les vaisseaux sanguins courent près de la surface de la peau, représentaient des points de perte de chaleur majeurs. Les pieds méritaient une attention particulière. Les chaussures d'hiver devaient être assez grandes pour des chaussettes multiples sans compression. Pourquoi éviter la compression? Parce que la compression élimine les poches d'air isolantes. Des chaussettes serrées dans des chaussures trop petites offraient en fait moins d'isolation que des chaussettes plus lâches, dans des chaussures plus grandes. Des chaussures bien graissées gardaient mieux l'eau à l'extérieur. On utilisait du suif de mouton, de la cire d'abeille et du goudron. Éventuellement, les chaussures se mouillaient quand même, mais le graissage retardait considérablement cette infiltration. Chaque minute supplémentaire de sécheresse comptait. Pour ceux qui avaient les moyens, des équipements supplémentaires offraient un confort accru et une sécurité améliorée. Les prêtres et les nobles possédaient parfois des chauffe-mains en métal, remplis de charbon chaud. Des pierres chauffées, enveloppées dans du tissu, servaient de bouillotte de fortune. Les fourrures offraient une isolation supérieure. L'écureuil était la fourrure la plus commune pour doubler les vêtements. Mais on trouvait aussi la martre, le lapin et l'agneau. La fourrure combinait essentiellement plusieurs vêtements en un seul, avec une isolation supérieure. Un manteau doublé de fourrure offrait la chaleur de plusieurs couches de laine, tout en étant moins encombrant. Mais même ceux qui ne pouvaient pas se permettre des fourrures luxueuses pouvaient survivre avec de la laine simple et une gestion appropriée de leurs couches. La connaissance comptait plus que la richesse. Un paysan pauvre qui comprenait la gestion de l'activité et le pouvoir de la laine avait de meilleures chances de survie qu'un noble ignorant, malgré ses vêtements plus fins. Les vêtements appropriés n'étaient que la première ligne de défense. Voyons maintenant comment les voyageurs organisaient leur abri pour la nuit, comment ils transformaient un chariot rudimentaire en refuge de survie. Les marchands et les pèlerins comptaient sur leurs chariots couverts de toile ou de cuir pour se protéger de la pluie et du froid. Un refuge rapide pouvait être trouvé sous la charrette elle-même en cas de besoin soudain. Les arrangements de couchage variaient considérablement selon les circonstances. Certains voyageurs dormaient dans les chariots eux-mêmes, d'autres dormaient sur le sol à l'air libre,
acceptant les risques pour éviter l'espace confiné. Certains dormaient sous le chariot, utilisant le véhicule comme un toit rudimentaire. Beaucoup installaient des tentes en toile. Quelqu'un voyageant avec un groupe plus important possédant des chariots de transport pourrait avoir quelque chose de plus substantiel ou dormir dans le chariot de transport lui-même. Soyons clairs sur un point important. Voyager dans un chariot ou y dormir n'était pas particulièrement plaisant. Les sources historiques le précisent sans ambiguïté. Ces véhicules étaient durs, cahotants et inconfortables. Mais le confort n'était pas la question. La survie l'était. Un chariot couvert créait un espace clos qui retenait la chaleur corporelle beaucoup mieux que l'air ouvert. La couverture en toile ou en cuir bloquait le vent, et cela était absolument critique pour la survie. Le refroidissement éolien pouvait transformer une température survivable en une température mortelle. Une brise de seulement 16 km/h peut faire sentir moins 10 degrés Celsius comme moins 24 degrés Celsius. Le vent arrache littéralement la chaleur de votre corps plus rapidement que votre métabolisme ne peut la remplacer. Même un abri modeste améliorait dramatiquement les chances de survivre à la nuit. Une simple couverture de toile bloquant le vent direct pouvait faire la différence entre se réveiller avec le lever du soleil ou ne jamais se réveiller du tout. Mais l'abri contre le vent ne suffisait pas à lui seul. Le problème critique auquel les voyageurs devaient faire face était la conduction de chaleur depuis le corps vers le sol. Le sol, particulièrement le sol gelé, aspirait la chaleur corporelle avec une efficacité impitoyable. Vous pouviez porter tous les vêtements de laine du monde, mais si vous vous allongiez directement sur un sol gelé, cette surface froide drainerait votre chaleur vitale malgré vos couches. La solution était l'isolation, utilisant de la paille et du foin. Les matelas de paille constituaient la forme la plus commune de literie pour les voyageurs. Un sac en toile rempli de paille, de feuilles, de chiffons ou d'autres matériaux disponibles créait une barrière isolante entre le corps et le sol. Une paillasse consistait en un lit fait de paille ou de foin, proche du sol, avec un drap en lin ou en matériaux étendus sur la paille ou le foin. Les lits improvisés pour les voyageurs incluaient typiquement un matelas de paille, un oreiller simple et des couvertures de laine ou des fourrures. Si le temps le permettait, les voyageurs coupaient des branches élastiques ou collectaient des fougères. Celles-ci aidaient à isoler du sol et fournissaient une isolation thermique. Un voyageur prévoyant pouvait apporter une housse de matelas enroulée et la remplir de paille partout où il avait besoin de poser sa tête. Les passagers réguliers pouvaient dormir dans le même bâtiment que les ouvriers locaux ou dans des granges où il y avait, selon les chroniques, beaucoup de paille. Le but était similaire à celui d'un matelas de sol moderne. Soulever le corps de la surface froide. Les gens médiévaux comprenaient instinctivement que le contact direct avec le sol gelé drainerait rapidement la chaleur corporelle. La paille et le foin piégeaient l'air, créant une barrière isolante. Combiné avec des couvertures de laine, cela formait un système efficace pour retenir la chaleur corporelle. Regardons de plus près la physique de l'espace clos du chariot. Le chariot couvert créait un microclimat. La chaleur corporelle s'accumulait dans l'espace clos. La couverture en toile ou en cuir bloquait la perte de chaleur convective due au vent. Plusieurs personnes voyageant ensemble partageaient leur chaleur corporelle. Parfois, les animaux, en particulier les chevaux, étaient gardés à proximité pour une chaleur supplémentaire. Dans les granges, les gens dormaient littéralement ensemble avec les chevaux pour bénéficier de leur chaleur. Un cheval génère une chaleur corporelle substantielle. Dans un espace fermé, cette chaleur peut élever la température ambiante de plusieurs degrés. Les gens médiévaux comprenaient empiriquement que les espaces clos retenaient la chaleur. Ils ne connaissaient pas les principes thermodynamiques de la convection et du rayonnement, mais ils savaient par expérience directe qu'un espace fermé
était plus chaud qu'un espace ouvert. Même sans feu, un chariot correctement isolé avec de la paille au sol, des couvertures de laine et une couverture en toile pouvait prévenir l'hypothermie. Notez que nous disons « prévenir l'hypothermie », pas fournir du confort. La température à l'intérieur du chariot serait toujours bien en dessous du point de congélation. Vous ne seriez pas confortable. Vous grelotteriez probablement durant une partie de la nuit. Mais votre température corporelle centrale resterait au-dessus du seuil critique. Vous survivriez. Au matin, vous seriez épuisé, peut-être avec des engelures légères aux extrémités, mais vivant. C'était l'objectif. Pas le confort, mais la survie. Pourtant, il y avait un autre élément crucial qui pouvait faire la différence entre la vie et la mort, un élément que les humains ont maîtrisé depuis l'aube de notre espèce. Parlons maintenant du feu. Le feu servait de multiples fonctions critiques dans la survie hivernale médiévale. Premièrement et avant tout, il fournissait une source de chaleur pendant les nuits froides. Cette chaleur pouvait faire la différence entre survivre confortablement et survivre à peine, ou entre survivre et périr. Deuxièmement, le feu était indispensable pour préparer les repas. Les aliments chauds fournissaient non seulement de la nutrition, mais aussi de la chaleur interne. Un bol de ragoût chaud réchauffait le corps de l'intérieur d'une manière qu'aucun vêtement extérieur ne pouvait égaler. Troisièmement, le feu offrait une source de lumière durant les longues nuits d'hiver. Les nuits d'hiver médiévales duraient 12 à 14 heures. Cette obscurité prolongée était psychologiquement difficile autant que physiquement dangereuse. Quatrièmement, le feu offrait une protection contre les animaux sauvages. Les loups et les ours rôdaient dans les forêts médiévales européennes. Un feu brûlant dissuadait généralement ces prédateurs. Sur une route gelée avec un chariot bloqué, un feu pouvait signifier la différence entre la survie et la mort. Mais faire et maintenir un feu dans des conditions hivernales présentait des défis significatifs. Le bois était souvent mouillé ou couvert de neige. Le vent pouvait éteindre les flammes. Les mains gelées avaient du mal à manipuler l'amadou et le silex. Malgré ces obstacles, les voyageurs médiévaux expérimentés pouvaient généralement créer un feu s'ils étaient préparés. Cette préparation était la clé absolue. Si un chariot se retrouvait bloqué, les voyageurs devaient prendre rapidement des décisions de campement. Le choix de l'emplacement suivait des principes établis. Camper sur un terrain élevé et bien drainé. Éviter les creux où l'air froid s'accumule, les marais où l'humidité imprègne tout et les crêtes exposées où le vent souffle sans relâche. Cherchez l'abri de haies, de murs ou de bâtiments. Si vous êtes avec un chariot, positionnez-le pour bloquer le vent. Pour l'isolation du sol, posez des broussailles, de la paille ou des branches feuillues comme matelas ou draps de sol. Cela soulevait la literie du sol humide et améliorait l'isolation. La stratégie de positionnement du feu exigeait de la réflexion. Placez le feu en amont et légèrement sous le vent de la zone de couchage. Utilisez la fumée pour réduire les insectes, bien que cela soit moins préoccupant en hiver, et aider à repousser l'humidité. Lors de fortes pluies, les feux étaient abrités sous des structures primitives ou des structures en surplomb. Vous pourriez construire un feu près du chariot, mais pas trop près. Le risque d'incendie était réel et mortel. Un chariot en feu au milieu d'une nuit d'hiver sur une route gelée serait catastrophique. Maintenir un feu durant la nuit exigeait compétence et expérience. Si vous voyagiez en groupe, des gardes assuraient que le feu ne s'éteigne ni ne devienne incontrôlable. La technique consistait à couvrir les braises de cendres pour les préserver durant la nuit. Au matin, découvrez les braises, ajoutez de l'amadou et coaxez-les à revenir en flammes. Cette technique de conservation du feu était essentielle.
allumer un feu depuis zéro avec des mains gelées au petit matin était beaucoup plus difficile que de raviver des braises préservées. Tous les bois n'étaient pas également bons pour les feux de survie hivernale. Le hêtre brûlait lentement et uniformément avec une chaleur élevée. C'était un excellent choix pour un feu de nuit. Le chêne était similaire au hêtre, mais avec un temps de combustion encore plus long, idéal pour les feux de nuit. Le bouleau s'enflammait facilement, idéal pour allumer les feux. Son écorce, riche en huile naturelle, brûlait même humide. Les voyageurs médiévaux apprenaient à identifier les arbres même en hiver par les motifs d'écorce et les habitudes de croissance. Le défi en hiver était de trouver du bois sec. Les solutions incluaient de casser des branches mortes encore attachées aux arbres. Ces branches étaient plus sèches que le bois au sol. Chercher des arbres morts sur pied. Transporter de l'amadou et du petit bois depuis un endroit sec précédent. Utiliser de l'écorce de bouleau qui brûle, même humide, grâce aux huiles naturelles. Les techniques d'allumage du feu impliquaient généralement le silex et l'acier, la méthode médiévale la plus commune. Cela nécessitait de l'amadou sec. Du tissu carbonisé, de la mousse séchée ou des champignons servaient d'amadou. Les voyageurs transportaient l'amadou dans des pochettes imperméables, le protégeant de l'humidité. Cette protection était absolument critique pour la survie. Un voyageur avec de l'amadou mouillé ne pouvait pas faire de feu, peu importe sa compétence ou sa détermination. La taille du feu importait également et nécessitait un jugement prudent. Un grand feu fournissait plus de chaleur, mais consommait plus de combustible. Vous deviez équilibrer les besoins de chaleur avec la disponibilité du combustible. Dans un scénario de chariot bloqué, vous ne saviez pas combien de temps vous seriez piégé. Conservez le combustible tout en maintenant suffisamment de chaleur pour prévenir l'hypothermie. C'était un équilibre délicat nécessitant de l'expérience et du jugement. Un feu trop petit et vous risquez l'hypothermie. Un feu trop grand et vous épuisez votre bois, vous laissant sans combustible plus tard dans la nuit ou le lendemain si vous restez bloqué. Les voyageurs expérimentés développaient un sens de cet équilibre à travers des essais et des erreurs. Ceux qui survivaient de multiples hivers sur les routes devenaient des experts dans cette délicate calcul de chaleur contre combustible. Mais que se passait-il quand faire un feu était impossible? Et où les voyageurs pouvaient-ils trouver refuge avant d'être piégés sur une route gelée? Explorons maintenant le réseau d'hospitalité qui quadrillait l'Europe médiévale. Ce système de refuge qui représentait souvent la différence entre un voyage difficile et un voyage mortel. L'hospitalité monastique revêtait une importance capitale pour les voyageurs, les pèlerins et même les dirigeants. Les monastères offraient abri, nourriture et soins médicaux comme extension de leurs devoirs religieux. Durant le Haut Moyen Âge, les hébergements se trouvaient habituellement uniquement dans les monastères. Il n'existait pratiquement aucune alternative. Si vous voyagiez, vous comptiez sur la charité monastique ou vous dormiez dehors. Plus tard dans la période médiévale, plusieurs changements transformèrent cette situation. La renaissance du commerce, les croisades et l'augmentation de la popularité des pèlerinages menèrent à la construction de davantage de maisons d'hébergement. Ces établissements étaient construits par les monastères, les guildes et des entrepreneurs privés. Mais les monastères demeuraient des piliers fondamentaux du système d'hospitalité. Certains monastères géraient des auberges, appelées hôpitaux à l'époque, bien que ce mot signifiait quelque chose de très différent de sa signification moderne. Les voyageurs pouvaient y séjourner gratuitement ou pour une somme minime. Ces auberges étaient particulièrement nombreuses sur les routes massivement fréquentées par les pèlerins. Les maisons d'hôtes situées près des monastères, des abbayes et des sites religieux offraient logement, repas et soutien spirituel aux pèlerins. Elles étaient gérées par des ordres religieux ou des organisations caritatives. Les moines, les nonnes ou les frères laïcs servaient d'hôtes.
Les voyageurs pouvaient y séjourner gratuitement ou pour une contribution minimale. Les monastères servaient de havre sûr, offrant un abri durant les intempéries sévères. Ils étaient des centres d'aide pour les communautés locales. Ils pouvaient fournir des soins médicaux si les voyageurs souffraient d'engelures ou de maladies. L'obligation religieuse sous-tendait tout ce système. L'hospitalité envers les étrangers était considérée comme un devoir chrétien. Les textes bibliques enjoignaient aux croyants d'accueillir l'étranger, de nourrir l'affamé, de vêtir celui qui était nu. Pour les institutions religieuses médiévales, ces commandements n'étaient pas des métaphores. C'étaient des instructions littérales qui structuraient leurs opérations quotidiennes. Un monastère qui refusait l'hospitalité à un voyageur dans le besoin violait ses obligations sacrées. Cette philosophie religieuse créait un filet de sécurité, certes imparfait et inégalement distribué, mais néanmoins crucial pour rendre possible le voyage hivernal. Un voyageur savait que s'il pouvait atteindre un monastère avant la tombée de la nuit, il trouverait refuge. Cette connaissance fournissait un objectif concret, une destination qui offrait sécurité et chaleur. Mais tous les refuges n'étaient pas monastiques. Tournons notre attention maintenant vers les auberges commerciales et leurs limitations significatives. Dans les villes principales et le long des routes commerciales bien fréquentées, les auberges étaient relativement communes. Elles offraient du répit aux voyageurs fatigués, aux marchands et aux pèlerins. Cette disponibilité était particulièrement prononcée sur les routes de pèlerinage, comme le chemin de Saint-Jacques en Espagne, les routes de pèlerinage vers Canterbury et les routes vers Rome. Ces grands axes de pèlerinage possédaient une infrastructure d'auberges, de gîtes et de refuges qui se développaient pour servir les millions de pèlerins qui voyageaient chaque année. Dans les régions plus isolées, cependant, les voyageurs comptaient sur les maisons monastiques ou sur l'hospitalité des seigneurs locaux. Et voici où le défi économique de l'hospitalité entrait en jeu. La fourniture d'hospitalité était financièrement exigeante. Des exemples spécifiques illustrent ce fardeau. Le prieuré clunisien de Bermondsey se trouvait juste à côté de la route Londres-Douvres. Cette localisation blessait ses finances parce que le prieuré était un lieu d'arrêt trop populaire. Trop de voyageurs s'y arrêtaient, épuisant les ressources du prieuré. L'abbaye de Reading connut une situation similaire. Le nombre d'invités résulta en l'abbaye se trouvant endettée. Les maisons à York et à Londres étaient submergées d'invités. Cette pression économique créait un paradoxe. Les institutions religieuses avaient l'obligation morale et religieuse de fournir l'hospitalité, mais cette obligation les poussait parfois au bord de la ruine financière. Certaines institutions développèrent des stratégies pour gérer cet équilibre, limitant la durée du séjour ou demandant des contributions de ceux qui en avaient les moyens, tout en maintenant la gratuité pour les véritablement indigents. La réalité était que les auberges se concentraient dans les zones peuplées. Les routes isolées comportaient de longs tronçons sans aucun abri. Le problème hivernal aggravait cette situation. La vitesse de déplacement réduite signifiait que vous ne pouviez pas toujours atteindre une auberge avant la tombée de la nuit. Imaginez ce scénario qui n'était que trop courant. Vous quittez une ville le matin. Selon vos calculs basés sur des conditions normales, vous devriez atteindre la prochaine ville avec son monastère accueillant avant le crépuscule. Mais une roue se brise et les réparations prennent 2 heures précieuses. Ou bien la route se révèle pire que prévu, transformée en boue qui ralentit vos chevaux à un pas laborieux. Ou encore, une chute de neige inattendue réduit votre vitesse de moitié. Soudain, vous vous retrouvez pris entre 2 destinations alors que le crépuscule approche et que la température chute. Aucun monastère ni auberge n'est à portée de main.
Les heures de jour raccourcies de l'hiver signifiaient que l'obscurité tombait à 16 ou 17 heures. Vous pourriez avoir commencé votre journée avec un plan solide, mais des circonstances imprévues vous laissaient bloqué. Les conditions météorologiques pouvaient se détériorer soudainement. Une matinée relativement douce pouvait se transformer en après-midi glacial, avec une tempête approchante. Forcé de chercher refuge dans votre chariot, vous deveniez dépendant de toutes les techniques de survie que nous avons explorées. C'est le scénario de notre question centrale. Un voyageur pris sur une route qui gèle, trop loin de tout abri institutionnel, dépendant entièrement de sa préparation, de ses connaissances et de son équipement. Heureusement, les voyageurs médiévaux avaient développé des techniques de préparation qui pouvaient sauver leur vie. Explorons maintenant cette sagesse du voyage médiéval. Les voyageurs médiévaux ne se lançaient pas sur les routes hivernales sans préparation. Les préparations essentielles incluaient plusieurs catégories d'équipements. Pour les vêtements, vous aviez besoin de multiples couches de laine, de vêtements secs de rechange si possible, d'un manteau chaud, de mitaines, d'une coiffe serrée et de bottes en cuir bien graissées. Pour la literie, vous apportiez une housse de matelas enroulée à remplir de paille, des couvertures de laine ou de fourrure, et un oreiller simple. Pour les provisions alimentaires, vous transportiez des viandes conservées, des fruits secs, du pain dur, des pois ou des haricots secs pour le ragoût. Pour l'équipement d'allumage du feu, indispensable, vous aviez votre silex et acier, une pochette imperméable avec de l'amadou sec comme du tissu carbonisé, de la mousse séchée ou des champignons, et du petit bois. Les autres éléments essentiels incluaient de la corde, un couteau, une hache pour couper le bois de chauffage, une gourde en cuir bien que l'eau puisse geler, et possiblement de la cire ou du suif pour les roues du chariot. Les marchands aisés possédaient davantage de ressources. Ils avaient des chauffe-mains en métal avec du charbon, des couvertures de chariot plus élaborées et des serviteurs pour entretenir le feu et préparer le camp. Mais même les voyageurs pauvres comprenaient les principes de survie de base transmis à travers les générations. Ces connaissances se transmettaient oralement, de parents à enfants, de maître à apprenti. Un marchand expérimenté enseignait à son fils non seulement le commerce, mais aussi comment survivre sur les routes. Le timing des voyages était crucial. Évitez le voyage durant les pires mois d'hiver, si possible. L'hiver médiéval était considéré comme allant de la Saint-Michel, le 29 septembre, à la Chandeleur, le 2 février. Le cœur de l'hiver, décembre et janvier, ne voyait que les voyages essentiels. Ceux qui devaient voyager essayaient de compléter les longs trajets avant ou après la pire période. Cette planification saisonnière réduisait considérablement les risques. Bien sûr, tous les voyages ne pouvaient pas être évités. Les marchands devaient transporter des marchandises. Les messagers devaient livrer des nouvelles importantes. Les pèlerins se sentaient appelés à leur destination sacrée. Mais ceux qui pouvaient choisir leur timing le faisaient avec soin. Les voyageurs médiévaux développaient également des compétences de prédiction météorologique. Les signes d'un temps sévère approchant incluaient les formations nuageuses, les changements de direction du vent, le comportement des animaux, les chutes de température et certaines couleurs du ciel ou des halos autour de la Lune. La décision critique était de savoir quand pousser en avant et quand chercher un abri tôt. Il valait mieux atteindre une auberge ou un monastère plus tôt que prévu, plutôt que d'être pris dans des conditions qui se détérioraient. Si le temps se détériorait rapidement, vous pourriez choisir de vous arrêter à un endroit moins qu'idéal, plutôt que de risquer d'être pris dans des conditions encore pires plus tard. L'expérience enseignait aux voyageurs à reconnaître le point de non-retour, ce moment où continuer devenait plus dangereux que s'arrêter immédiatement. Le voyage en groupe offrait des avantages significatifs. Les connaissances et l'expérience partagée signifiaient que quelqu'un dans le groupe reconnaîtrait probablement les signes de danger. Les ressources et le travail partagé rendaient l'installation du camp
et l'allumage du feu plus rapide et plus efficace. La chaleur corporelle partagée dans un chariot ou une tente améliorait la survie de chacun. L'assistance mutuelle si quelqu'un tombait malade ou se blessait pouvait sauver des vies. Plus de personnes pour monter la garde durant la nuit permettait à chacun de dormir davantage. Il existait un proverbe médiéval équivalent à celui-ci. Mieux vaut froid et vivant que chaud et mort. Cette sagesse soulignait la prudence et la préparation plutôt que la vitesse. Ceux qui prenaient des risques inutiles en hiver ne survivaient souvent pas pour raconter l'histoire. Leur sort devenait des récits édifiants racontés dans les auberges et les monastères, des avertissements aux autres de respecter le pouvoir de l'hiver. Mais malgré toutes ces précautions, certains voyageurs se retrouvaient quand même piégés. Comment exactement survivaient-ils cette terrible nuit dans le chariot? Reconstruisons maintenant l'expérience réelle, heure par heure, d'une nuit de survie sur une route gelée. Imaginons l'expérience réelle de survivre à une nuit dans un chariot sur une route gelée. Reconstruisons cela heure par heure. Au coucher du soleil, approximativement 16 à 17 heures en plein hiver, la température commence à chuter rapidement. Les voyageurs réalisent qu'ils n'atteindront pas la prochaine auberge ou le prochain monastère. Ils prennent la décision de préparer un camp là où ils se trouvent. Évaluez la situation. La route est-elle complètement gelée? Les roues sont-elles coincées? La priorité absolue est de rassembler du bois de chauffage avant que l'obscurité ne tombe complètement. En début de soirée, de 17 à 19 heures, installez le camp. Positionnez le chariot pour bloquer le vent si possible. Rassemblez autant de bois de chauffage que possible, car c'est critique pour la nuit. Identifiez du hêtre ou du chêne si possible pour leur longue combustion. Collectez de l'écorce de bouleau pour démarrer le feu. Allumez le feu en utilisant le silex et l'acier et l'amadou sec de votre pochette imperméable. Nourrissez et abreuvez les chevaux si présents, car leur survie est également critique. Préparez la literie à l'intérieur du chariot en posant de la paille et en installant des couvertures de laine. Mangez le repas du soir, peut-être un ragoût chauffé si vous avez une marmite, sinon de la viande conservée froide et du pain. Vérifiez les vêtements et retirez toutes les couches humides en vous assurant que tout est aussi sec que possible. La nuit, de 19 heures à 5 heures du matin, représente une période longue et dangereuse d'obscurité. En plein hiver, cela signifie 12 à 14 heures. Si vous voyagez en groupe, établissez une rotation de garde pour entretenir le feu. Si vous êtes seul, vous devez équilibrer le sommeil avec l'entretien du feu. La technique consiste à bien couvrir le feu avec de la cendre, à dormir par période de 2 à 3 heures et à vous réveiller pour l'alimenter à nouveau. À l'intérieur du chariot, vous portez de multiples couches de vêtements en laine, enveloppés dans des couvertures de laine, isolées du sol par de la paille. La couverture en toile du chariot bloque le vent, mais n'est pas complètement hermétique. La chaleur corporelle s'accumule dans l'espace clos. La température à l'intérieur du chariot reste en dessous du point de congélation, mais significativement plus chaude qu'à l'extérieur. Les défis critiques incluent la prévention de l'hypothermie, empêcher la température centrale du corps de descendre en dessous de 35 degrés Celsius. Gardez les extrémités, les doigts et les orteils à l'abri des engelures. Maintenez suffisamment de chaleur pour dormir, car la privation de sommeil est dangereuse. Conservez l'énergie pour le matin. Au matin, entre 5 et 6 heures, les premières lueurs apparaissent. Découvrez le feu et rallumez-le. Réchauffez les mains et les pieds avec précaution, en évitant le réchauffement rapide qui est douloureux et dangereux. Préparez un repas chaud si possible, car c'est critical pour restaurer l'énergie. Évaluez votre condition. Y a-t-il des engelures? Des signes de maladie? Évaluez le chariot et les chevaux. Peuvent-ils voyager? Et voici un point clé.
Si la route a gelé solidement durant la nuit, elle pourrait en fait être plus facile à parcourir maintenant que dans les conditions boueuses précédentes. La surface gelée, bien que froide, pouvait être plus praticable que la boue. Que se passe-t-il réellement dans le corps humain durant cette nuit? Comprenons la réalité physiologique. Le corps humain maintient une température centrale autour de 37 degrés Celsius. Quand la température ambiante chute, le corps travaille pour maintenir cette température. Les processus métaboliques génèrent de la chaleur. Mais le corps perd également de la chaleur à travers le rayonnement, la conduction, la convection et l'évaporation. La survie dépend de l'équilibrage de la production et de la perte de chaleur. Examinons le rôle de chaque élément de survie. Les vêtements en laine réduisent la perte de chaleur par rayonnement et convection en piégeant l'air chaud. La literie en paille réduit la perte de chaleur par conduction vers le sol gelé. La couverture en toile réduit la perte de chaleur par convection due au vent. L'espace clos piège la chaleur rayonnée, créant un microclimat plus chaud. Le feu, s'il est maintenu, fournit une source de chaleur externe, compensant la perte de chaleur du corps. La nourriture fournit l'énergie pour la production de chaleur métabolique. La gestion de l'activité prévient la transpiration dangereuse qui causerait plus tard un refroidissement rapide. Mais quels sont les points de danger? L'hypothermie progresse par étapes. L'hypothermie légère, de 32 à 35 degrés Celsius, produit des frissons, de la confusion et des mains maladroites. L'hypothermie modérée, de 28 à 32 degrés, voit les frissons violents s'arrêter, la confusion augmente et la somnolence s'installe. L'hypothermie sévère, en dessous de 28 degrés, mène à l'inconscience et possiblement à un arrêt cardiaque. Les engelures représentent le gel des extrémités comme les doigts, les orteils, le nez et les oreilles. Les voyageurs médiévaux étaient particulièrement vulnérables en raison de chaussures moins efficaces que les modernes. Les engelures pouvaient mener à la gangrène et à la mort. Quelles étaient les chances de survie? Un voyageur bien préparé avec des vêtements en laine, une literie en paille et un abri de chariot avait de bonnes chances de survie dans des conditions modérément froides, au-dessus de -7 degrés Celsius. Le même voyageur dans un froid sévère, en dessous de -18 degrés, trouvait cela beaucoup plus difficile et pourrait ne pas survivre sans feu. Un voyageur non préparé, sans vêtements appropriés, pouvait mourir même dans un froid relativement modéré, autour du point de congélation. Les gens médiévaux comprenaient ces dangers empiriquement. Ceux qui survivaient transmettaient leurs connaissances à la prochaine génération. Ceux qui ne survivaient pas devenaient des récits édifiants. Cette connaissance de survie n'était pas seulement pratique, elle était culturelle et se transmettait de génération en génération. Chaque père enseignait à son fils, chaque mère à sa fille, chaque maître à son apprenti. Les connaissances n'étaient pas écrites dans des manuels. Elles vivaient dans la mémoire collective, renforcées chaque hiver par l'expérience directe. Un hiver rigoureux, où quelqu'un mourait par manque de préparation, renforçait les leçons chez tous ceux qui entendaient l'histoire. Un voyageur qui survivait malgré des obstacles terribles devenait une source de sagesse, ses techniques étudiées et adoptées. Ce système de transmission de connaissances orales fonctionnait remarquablement bien pour la technologie de survie, car les enjeux étaient immédiatement évidents et les retours brutalement honnêtes. Rassemblons tous les fils de notre exploration. La physique, la technologie, la technique et la préparation. La question « Comment survivait-il la nuit dans le chariot quand la route gelait avant les roues ?» possède une réponse complexe tissée de multiples brins. La route gelait en premier en raison des différences de masse thermique entre l'air, la surface de la route et le sol profond. Le refroidissement radiatif vers le ciel nocturne faisait chuter la température de surface dramatiquement.
L'exposition directe à l'air froid accélérait ce processus. Les roues restaient plus chaudes plus longtemps en raison des propriétés isolantes du bois, particulièrement du chêne dense. L'élévation du contact direct avec le sol protégeait les roues de la conduction de chaleur. La masse thermique du bois lui-même résistait aux changements rapides de température. Mais la survie ne dépendait pas de la compréhension de la physique. Elle dépendait d'éléments pratiques et tangibles. Les vêtements en laine fonctionnaient même mouillés, une propriété miraculeuse qui sauvait d'innombrables vies. L'isolation en paille du sol gelé prévenait la perte mortelle de chaleur par conduction. La couverture du chariot bloquant le vent éliminait le refroidissement éolien dangereux. Le feu, quand possible, fournissait chaleur externe, lumière et protection. La préparation appropriée avec nourriture, équipement d'allumage du feu et vêtements de rechange faisait la différence. Les connaissances transmises à travers les générations enseignaient quand ajouter des couches, quand en retirer, quand manger, quand chercher un abri. La compréhension des signaux du corps indiquait quand vous étiez en danger d'hypothermie. Savoir quand se reposer, quand rester actif, quand conserver l'énergie. Tout cela formait un système de survie holistique, développé au cours de siècles d'expériences amères. Ce n'était pas une connaissance théorique écrite dans des livres. C'était une sagesse pratique gravée dans les corps et les mémoires de ceux qui avaient enduré les hivers médiévaux et survécu pour transmettre leurs leçons. Quand nous regardons cela depuis une perspective moderne, les parallèles avec nos propres défis de survie hivernale deviennent évidents. Les pannes de voitures hivernales sur des routes isolées créent des situations remarquablement similaires à celles des voyageurs médiévaux. Le camping hivernal en arrière-pays et l'alpinisme confrontent les mêmes principes fondamentaux de conservation de la chaleur. La préparation aux urgences pour les tempêtes hivernales s'appuie sur une sagesse similaire. Les leçons médiévales restent remarquablement pertinentes aujourd'hui. La laine demeure l'un des meilleurs isolants naturels pour les conditions froides et humides. Les vêtements synthétiques modernes imitent souvent les propriétés de la laine. L'isolation du sol reste critique, exactement comme les matelas de sol modernes suivent le même principe que la paille médiévale. La protection contre le vent améliore dramatiquement les chances de survie, un principe inchangé depuis les temps médiévaux. La préparation et la prévention restent meilleures que la réponse de crise. Prévenir un problème est infiniment plus facile que d'y survivre une fois qu'il survient. Comprendre l'environnement et lire les signes météorologiques permet d'éviter les situations dangereuses. Avoir l'équipement essentiel, les moyens d'allumer un feu, des vêtements supplémentaires et de la nourriture transforme une situation potentiellement mortelle en une épreuve gérable. Nous avons des avantages modernes que les voyageurs médiévaux auraient enviés. Une meilleure compréhension de l'hypothermie et du traitement des engelures sauve des vies. Les matériaux synthétiques offrent des avantages dans certaines conditions, bien que la laine reste excellente. Les dispositifs de communication permettent d'appeler à l'aide plutôt que de dépendre uniquement de soi-même. Les prévisions météorologiques permettent de planifier et d'éviter les pires conditions. Mais les principes de base restent inchangés. Les humains contre un environnement froid représentent toujours le même défi fondamental que nos ancêtres médiévaux affrontaient. Les voyageurs médiévaux faisaient face à des dangers que nous pouvons à peine imaginer dans notre monde moderne, de voitures chauffées, de prévisions météorologiques fiables et de services de secours d'urgence. Aucune prévision météorologique ne les avertissait des tempêtes approchantes. Aucun GPS ne leur montrait le chemin vers le refuge le plus proche. Aucun téléphone portable ne leur permettait d'appeler à l'aide. Aucun service de secours ne viendrait les sauver s'ils se retrouvaient en difficulté. Pourtant, ils voyageaient quand même. Pour le commerce, transportant des marchandises qui soutenaient leur famille. Pour le pèlerinage, cherchant le salut spirituel qui donnait un sens à leur vie. Par nécessité,
devant livrer des messages, visiter des parents, remplir des obligations. Ils développèrent des systèmes de survie sophistiqués à travers une expérience amère. Chaque technique que nous avons explorée dans cette vidéo fut achetée au prix de vies perdues, de leçons apprises de la manière la plus dure. La connaissance fut préservée à travers la transmission orale et l'entraînement pratique. Un père ne se contentait pas de dire à son fils de porter de la laine. Il expliquait pourquoi, démontrait comment superposer les vêtements, enseignait qu'en retirer et ajouter des couches. Un maître charretier ne disait pas simplement à son apprenti de transporter de l'amadou sec. Il montrait comment le protéger de l'humidité, comment l'utiliser efficacement, comment coaxer une flamme de braise récalcitrante avec des mains gelées. Ceux qui maîtrisaient ces techniques pouvaient survivre aux hivers que la nature leur imposait. Ceux qui ne les maîtrisaient pas ne rentraient souvent pas chez eux. Leur corps gelé trouvé au printemps quand les neiges fondaient servait de rappel silencieux de l'impitoyabilité de l'hiver. Cette réalité brutale représente une adaptabilité et une résilience humaine remarquables. Face à un environnement qui tentait activement de les tuer, les gens médiévaux développèrent les connaissances et les compétences non seulement pour survivre, mais pour prospérer suffisamment pour construire des civilisations, créer de l'art, mener des commerces et se lancer dans des voyages spirituels. Je vous remercie d'avoir rejoint moi dans cette exploration fascinante de la survie hivernale médiévale. Nous avons voyagé ensemble depuis les principes physiques expliquant pourquoi les routes gèlent avant les roues de chariot, à travers la technologie sophistiquée des chariots médiévaux et l'ingénierie remarquable des vêtements en laine, jusqu'aux techniques pratiques de fabrication d'abris, d'allumage de feu et de préparation qui faisaient la différence entre la vie et la mort. Nous avons vu comment un réseau d'hospitalité monastique fournissait des refuges cruciaux, mais comment les voyageurs devaient quand même être préparés à survivre seuls quand les circonstances les piégeaient entre les abris. Nous avons reconstruit l'expérience réelle d'une nuit de survie dans un chariot sur une route gelée, comprenant à la fois la réalité physiologique de la conservation de la chaleur et la sagesse pratique que les gens médiévaux appliquaient. La prochaine fois que vous affrontez un temps froid, souvenez-vous des voyageurs médiévaux dans leurs chariots sur des routes gelées. Souvenez-vous de leur résilience, de leur ingéniosité et de leur connaissance de survie durement acquise. Leurs leçons résonnent à travers les siècles, nous rappelant que les humains peuvent s'adapter et survivre même dans les environnements les plus difficiles, quand nous possédons les bonnes connaissances, la bonne préparation et le bon respect pour les forces de la nature. Si vous avez apprécié cette exploration de l'histoire médiévale et de la science de la survie, je serais ravi si vous mettiez un like à cette vidéo. Partagez-la avec d'autres personnes intéressées par l'histoire médiévale, par les techniques de survie ou par la fascinante intersection de la science et de l'histoire. Abonnez-vous pour davantage de plongées profondes dans les réalités de la vie médiévale. Quels autres défis de survie médiévale aimeriez-vous que j'explore? Comment les gens survivaient-ils au siège prolongé? Comment naviguaient-ils en mer sans instruments modernes? Comment traitaient-ils les blessures sur le champ de bataille sans médecine moderne? Laissez vos suggestions dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et vos idées inspirent souvent mes prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle aventure historique.